Bienvenue sur Contes et Cœurs africains, où les histoires d'amour, de famille et de destin prennent vie. Aujourd'hui, nous écoutons un conte tissé dans la riche tapisserie de l'Afrique de l'Est, où le destin appelle depuis l'ombre et l'amour illumine le chemin de la justice. Ce soir, nous voyageons vers un royaume souffrant sous la tyrannie, attendant le retour de son véritable cœur. Le prince Kwasi, l'héritier légitime d'Azania, a grandi ignorant son sang royal, humble fermier dans un village reculé. Son cœur appartient à Imani, une guérisseuse sage et compatissante. Mais lorsqu'une maladie mystérieuse frappe et qu'un régent tyrannique resserre son emprise sur le royaume, leur vie, et le destin d'Azania, sont irrévocablement liés. Une tache de naissance oubliée et un héritage caché peuvent-ils révéler la vérité? Une guérisseuse de village peut-elle convaincre un prince réticent d'embrasser son destin, non pas pour le pouvoir, mais pour sauver son peuple? Rejoignez-nous maintenant, alors que nous découvrons l'histoire enchanteresse de « Le prince perdu et la guérisseuse du village ». Que l'histoire se déroule. Au cœur de l'Afrique de l'Est, là où la grande vallée du Rift traçait son chemin majestueux et où le soleil peignait la savane de teintes et ambre, s'étendait le royaume autrefois glorieux d'Azania. Pendant des siècles, Azania avait été un phare de prospérité, réputé pour sa riche culture, ses routes commerciales vibrantes qui s'étendaient de la côte à l'intérieur le plus profond, et sa lignée de monarques sages et justes. La capitale, Mwezi, était un centre effervescent de commerce et d'artisanat, ses marchés débordant d'épices exotiques, de textiles finement tissés et du cliquetis rythmique des forgerons façonnant outils et ornements. Le peuple d'Azania vivait en harmonie avec sa terre, ses vies guidées par des traditions ancestrales et un profond respect pour ses ancêtres. Mais une ombre, longue et sombre, était tombée sur ce royaume autrefois florissant. Il y a des années, un conflit tribal dévastateur, alimenté par des forces extérieures et des jalousies internes, avait ravagé l'Azania comme un feu de brousse. Ce fut une époque de chaos inimaginable, de familles dispersées et d'une lignée royale apparemment éteinte. Le conflit avait laissé de profondes cicatrices purulentes sur la terre et dans le cœur de son peuple. Les marchés animés de Mwezi se turent, le rire de ses enfants remplacé par les cris plaintifs de la perte. Le peuple aspirait à la stabilité, au retour de la paix et de la justice qui avaient autrefois défini son royaume. Au lendemain de ce conflit brutal, une figure rusée et impitoyable nommée Jafar s'était emparée du pouvoir. Le régent Jafar, un cousin éloigné de la lignée royale, était un homme dont l'ambition ne connaissait aucune limite. Il était astucieux, manipulateur et totalement dépourvu de compassion. Sous son règne oppressif, le royaume souffrait. De lourdes taxes écrasaient l'esprit des agriculteurs et des marchands, ne leur laissant à peine de quoi survivre. La dissidence, même le plus faible murmure de mécontentement, était brutalement réprimée, ses partisans disparaissant dans les sombres cachots du régent. La peur, une présence froide et insidieuse, imprégnait chaque recoin d'Azania, étouffant lentement l'espoir qui brûlait autrefois si vivement dans le cœur de son peuple. Le royaume autrefois fier dépérissait sous son poing de fer, sa gloire s'estompant dans un lointain souvenir. Pourtant, au milieu de ce désespoir, une lueur d'espoir persistait, une rébellion silencieuse dans le cœur des gens du commun. Des murmures du prince perdu, l'héritier légitime du trône, circulaient encore à voix basse autour des feux du soir et dans les recoins secrets du marché. Le prince Kwasi, le véritable fils du dernier roi bienveillant, avait été séparé de sa famille pendant le chaos du conflit tribal alors qu'il n'était qu'un petit enfant. On croyait qu'il avait péri, perdu dans les ravages de la guerre. Mais certains croyaient qu'il avait survécu, une graine cachée de royauté attendant de germer. Ces murmures, bien que dangereux, étaient une bouée de sauvetage pour le peuple, un rêve d'un avenir où la justice régnerait à nouveau. Ignorant sa lignée royale, le prince Kwasi avait en effet survécu. Il avait été trouvé, un nourrisson désemparé et terrifié, par une femme au grand cœur d'un village reculé et paisible niché au fond des plaines fertiles, loin des tumultes de la capitale. Il grandit comme un humble fermier, apprenant les rythmes de la terre, la sagesse des saisons et les valeurs profondes de la communauté. Ses mains, fortes et calleuses, connaissaient la sensation de la terre riche et le poids d'une récolte abondante. Il était connu pour sa gentillesse, sa force tranquille et un sens inné de la justice qui guidait chacune de ses actions. Il attribuait ces qualités à son éducation, aux leçons apprises de ses parents adoptifs et des anciens de son village, ne se doutant jamais quels étaient les échos d'une lignée royale. Kwasi portait deux secrets,
bien qu'il n'en connût pas la véritable signification. Le premier était une tache de naissance unique, un petit motif complexe ressemblant à une tête de lion stylisée, cachée juste sous son épaule gauche. Il l'avait toujours considéré comme une curieuse bizarrerie de son corps, rien de plus. Le second était un petit héritage royal apparemment ordinaire et oublié, un pendentif en bois magnifiquement sculpté, représentant un aigle en plein vol, qu'il portait autour du cou depuis aussi longtemps qu'il s'en souvenait. Sa mère adoptive lui avait dit que c'était un talisman, trouvé avec lui bébé, et il le chérissait comme un lien avec son passé inconnu, n'imaginant jamais que c'était une clé vers une destinée oubliée. Dans ce même village tranquille vivait Imani, une guérisseuse compatissante et sage. Sa présence était un baume pour la communauté, son comportement doux et son intellect aiguisé lui valant le profond respect de tous. Imani était vénérée pour sa profonde connaissance des herbes, des remèdes anciens et sa compréhension intuitive des mots physiques et spirituels. Elle pouvait apaiser une fièvre avec une concoction de feuilles de forêt, soigner un os cassé avec des mains expertes et calmer un esprit troublé avec ses mots doux. Elle incarnait la sagesse et la résilience de son peuple, un répertoire vivant du savoir ancestral. La profonde connexion d'Imani avec le monde naturel était évidente dans chacune de ses actions. Elle puisait ses pouvoirs de guérison dans les forêts qui bordaient leur village, dans les rivières claires qui nourrissaient leurs récoltes et dans la terre même sous ses pieds. Elle passait d'innombrables heures dans la nature, écoutant les murmures du vent, observant la danse complexe de la vie et recueillant les ingrédients puissants pour ses remèdes. Elle était une source de réconfort et d'espoir pour sa communauté, son toucher guérisseur un rappel constant de la générosité durable de la terre. Au-delà de ses compétences en guérison, Imani possédait une nature d'observation aiguisée, une capacité à voir au-delà de la surface, à discerner les vérités cachées qui se trouvaient sous les apparences. C'était un trait qui, avec le temps, s'avérerait être la clé pour déverrouiller le destin d'un royaume. La vie dans le village adoptif de Kwasi s'écoulait au rythme doux des saisons, un contraste frappant avec les courants turbulents qui s'emparaient désormais de la capitale, Mwezi. Chaque jour commençait avec le chant du coq et la douce lueur de l'aube peignant le ciel oriental. Kwasi, avec ses larges épaules et ses mains fortes, était un pilier de la communauté agricole. Il se levait avant le soleil, s'occupant de ses champs avec un dévouement né de l'amour pour la terre et du respect pour la subsistance qu'elle fournissait. Il trouvait une joie profonde dans les plaisirs simples, la sensation de la terre riche sous ses pieds nus, l'odeur de la terre fraîchement labourée, la vue des jeunes pousses perçant le sol, promettant une récolte abondante. Il était content, son cœur trouvant son épanouissement dans un travail honnête et la camaraderie de ses compagnons villageois. Il partageait souvent sa récolte avec les moins fortunés, sa générosité étant un témoignage silencieux et tacite de son caractère. Ses journées étaient remplies des rythmes de l'agriculture plantée, désherbée, récoltée ponctuée de rassemblements communautaires, de séances de contes sous les étoiles et d'un jour de marché animé occasionnel. C'était un homme de peu de mots, mais ses actions parlaient d'elles-mêmes. Il était le premier à offrir son aide lorsqu'un toit de voisin avait besoin d'être réparé, le bras le plus fort pour tirer un bœuf têtu de la boue, et l'auditeur le plus patient lorsqu'un ami avait besoin de soulager son cœur. Il était, dans tous les sens du terme, un homme du peuple, profondément enraciné dans les valeurs de son foyer adoptif. C'est au sein de cette existence paisible que l'influence d'Imani commença, doucement mais profondément, à façonner le monde de Kwasi. Il l'avait toujours respecté, comme tout le monde dans le village, pour sa sagesse et son toucher guérisseur. Mais à mesure qu'il devenait adulte, son respect se transforma en quelque chose de plus profond. Il se retrouva de plus en plus attiré par sa hutte, non seulement pour des remèdes contre un genou écorché ou une toux persistante, mais pour sa présence calme, ses observations perspicaces et la force tranquille qui émanait d'elle. Imani, avec son regard serein et son doux sourire, possédait une capacité unique à voir au-delà de l'évidence, à comprendre les anxiétés inexprimées qui troublaient les villageois. Leurs interactions étaient toujours empreintes de respect mutuel, une danse tranquille de deux âmes reconnaissant un esprit apparenté. Kwasi lui apportait souvent des herbes fraîches qu'il trouvait dans la forêt, ou un poisson particulièrement dodu de la rivière, non pas comme paiement, mais comme une offrande de gratitude. Imani, à son tour, partageait sa connaissance des plantes, de leurs propriétés et des histoires anciennes qui leur étaient liées. Elle voyait en Kwasi une gentillesse qui transcendait sa force physique, un puits profond de compassion qui résonnait avec son propre esprit. Elle remarquait son sens inné de l'équité,
Comment il arbitrait toujours les disputes entre les jeunes agriculteurs avec une sagesse au-delà de son âge, cherchant toujours une solution qui profitait à tous. Leur connexion grandissante fut un épanouissement lent et organique, comme la plus belle fleur s'épanouissant sous le doux soleil d'Afrique de l'Est. Ils découvrirent un amour partagé pour leur communauté, un engagement féroce envers la justice et un profond respect pour l'équilibre délicat du monde naturel. Ils marchaient souvent ensemble le long des berges au crépuscule, le soleil couchant peignant l'eau de teintes ardentes, discutant des événements de la journée, de la santé du village et des changements subtils dans la forêt. Ce n'étaient pas de grands gestes romantiques, mais des moments tranquilles d'une profonde intimité, où leurs esprits s'entremêlaient, tissant une tapisserie de compréhension partagée. Kwasi trouvait du réconfort dans la présence d'Imani, une paix qui apaisait son esprit souvent agité. Il lui racontait sa journée, les défis dans les champs, et parfois, les rêves vagues et troublants qu'il avait de grands palais et de visages inconnus. Imani écoutait patiemment, ses yeux pensifs, sa main parfois posée doucement sur son bras, un contact qui lui envoyait une chaleur. Leur amour était calme, profond et profondément enraciné dans leur vie partagée, un témoignage de l'idée que les liens les plus forts sont souvent forgés dans les circonstances les plus modestes. C'est au cours d'une de ces soirées tranquilles, alors qu'Imani s'occupait d'une petite coupure à l'épaule de Kwasi, que ses compétences d'observation aiguisée entrèrent en jeu. Alors qu'elle nettoyait la blessure, ses doigts effleurèrent une marque unique juste sous son omoplate gauche. C'était une tache de naissance, petite et complexe, ressemblant à une tête de lion stylisée. Elle l'avait déjà vue, lors d'autres séances de guérison, mais cette fois, quelque chose attira son attention. Elle était si distincte, si parfaitement formée, contrairement à toute autre tache de naissance qu'elle avait jamais rencontrée. Elle en traça le contour d'un doigt curieux. « C'est une marque très inhabituelle, Kwasi, murmura-t-elle, les sourcils froncés. Kwasi haussa simplement les épaules, habitué à sa présence. Elle a toujours été là, Imani. Ma mère adoptive a dit que j'étais née avec. Plus tard, alors qu'ils étaient assis près du feu, Kwasi, ressentant un rare moment de vulnérabilité, sortit le pendentif en bois qu'il portait toujours. C'était une petite pièce magnifiquement sculptée, représentant un aigle en plein vol. Ceci aussi, dit-il, le lui tendant. Ma mère a dit qu'on l'avait trouvé avec moi quand j'étais bébé. Imani prit le pendentif, le retournant dans ses mains. Elle admira le savoir-faire, le bois lisse et vieilli, l'image puissante de l'aigle. Elle le trouva beau, un symbole puissant de liberté et de vision, mais à ce moment-là, elle ne le relia à rien d'autre qu'à un objet personnel chéri. Elle le lui rendit, ses pensées s'attardant toujours sur l'étrange tache de naissance. Ils étaient loin de se douter que ces deux objets apparemment ordinaires n'étaient pas seulement des fragments du passé de Kwasi, mais les clés d'une destinée oubliée, attendant le bon moment pour déverrouiller l'avenir d'Azania. Alors que la vie dans le village isolé de Kwasi et Imani continuait son rythme paisible, bien que désormais affectée par la sécheresse, la capitale Mweshi gémissait sous la main de plus en plus lourde du régent Jafar. Son règne, initialement dissimulé sous des promesses de stabilité après le conflit tribal, avait perdu son déguisement, révélant le vrai visage de la tyrannie. Les marchés autrefois animés étaient maintenant soumis, leurs couleurs vibrantes ternies par la peur omniprésente. Les marchands marchandaient à voix basse, leurs yeux constamment furtifs, méfiant des espions omniprésents de Jafar. Les lourdes taxes qu'ils percevaient écrasaient l'esprit des agriculteurs et des commerçants, ne leur laissant à peine de quoi nourrir leurs familles, et encore moins prospérer. Les champs étaient en jachère, non pas à cause de la sécheresse, mais à cause de la pure futilité de travailler pour que les fruits de leur labeur soient confisqués par les gardes du régent. La dissidence, même le plus faible murmure de mécontentement, était réprimée brutalement et rapidement. Ceux qui osaient remettre en question l'autorité de Jafar, ou même se soupçonner d'abriter des pensées rebelles, disparaissaient simplement, engloutis par les sombres cachots sous le palais royal. Leurs familles étaient laissées à pleurer en silence, un avertissement glaçant à quiconque envisageait la désobéissance. Les ressources du royaume, autrefois gérées avec soin pour le bien-être de son peuple, étaient maintenant pillées pour enrichir Jafar et son cercle intime de sycophantes. Le trésor royal, autrefois symbole de la richesse d'Azania, était vidé pour financer le style de vie somptueux de Jafar et pour payer son armée de mercenaires toujours croissante. L'espoir, une flamme fragile dans le cœur du peuple, vacillait dangereusement, menaçant d'être éteint par le vent implacable de l'oppression. Pourtant, même dans les recoins les plus sombres de Mweshi,
une lueur de défi persistait. Des murmures du prince perdu, l'héritier légitime du trône, circulaient encore parmi le peuple. Ce n'étaient pas des cris forts et rebelles, mais des prières chuchotées et ferventes échangées lors de rassemblements secrets, dans les coins tranquilles du marché et autour des braises mourantes des feux du soir. Le peuple s'accrochait à la légende du prince Kwasi, un nom qui symbolisait la justice, la compassion et le retour d'un règne bienveillant. Jafar, malgré tout son pouvoir, était parfaitement conscient de ces murmures. Ils étaient une épine constante dans son pied, une menace pour sa revendication illégitime au trône. Sa paranoïa grandissait de jour en jour, le poussant à des mesures de plus en plus cruelles pour étouffer toute mention de la véritable lignée royale. Dans un mouvement astucieux conçu à la fois pour apaiser les troublés, espérait-il, exposer les loyalistes restants, Jafar publia un décret royal. Il promettait une récompense substantielle, une fortune en or et en terre à quiconque pourrait prouver l'identité du prince. Sa véritable intention, cependant, n'était pas de trouver l'héritier légitime. Il cherchait une figure malléable, un souverain fantoche qu'il pourrait contrôler, un jeune prince naïf qu'il pourrait exhiber devant le peuple pour légitimer son pouvoir et apaiser les troubles croissants. Il croyait qu'en contrôlant l'héritier, il pourrait cimenter à jamais son emprise tyrannique sur Azania. Le décret décrivait la tâche de naissance unique du prince, une tête de lion stylisée, et mentionnait un héritage royal oublié, espérant attirer les imposteurs ou ceux qui connaissaient la vérité. Pendant ce temps, dans le village isolé de Kwasi et Imani, une nouvelle crise se déroulait. La sécheresse, bien que sévère, avait été gérable grâce à leur sagesse traditionnelle et aux compétences de guérison d'Imani. Mais maintenant, une maladie mystérieuse et virulente balayait la communauté, frappant jeunes et vieux. C'était différent de tout ce qu'Imani avait jamais rencontré. Ses remèdes habituels, des concoctions puissantes d'herbes forestières et de minéraux fluviaux, se sont avérés efficaces pour certains, mais la maladie se propageait rapidement, ses symptômes devenant plus graves chaque jour. Le village, habituellement un havre de santé, était maintenant rempli des gémissements des malades et des visages anxieux de leurs familles. Imani travaillait sans relâche, sa compassion la poussant au bord de l'épuisement, mais elle manquait des ingrédients rares et puissants nécessaires à une guérison complète, des ingrédients qui ne pouvaient être trouvés que dans les apothicaireries royales de Mwezi. Poussée par son engagement inébranlable envers son peuple, Imani prit la décision difficile et dangereuse de se rendre dans la capitale. Le voyage était semé d'embûches, non seulement à cause des éléments, mais aussi à cause des gardes impitoyables de Jafar qui patrouillaient les routes. Kwasi était profondément inquiet pour sa sécurité. Il la supplia de reconsidérer, de le laisser y aller à sa place, mais Imani était résolue. « Ma place est auprès des malades, Kwasi, dit-elle, sa voix ferme, et le remède se trouve à Mwezi. Je dois y aller. » Il comprit la nécessité de sa mission, le besoin désespéré des médicaments rares. Le cœur lourd, il lui fit un adieu sincère, promettant de protéger leur village en son absence, son regard s'attardant sur sa silhouette s'éloignant jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'horizon. L'arrivée d'Imani à Mwezi fut un choc pour ses sens. La ville, autrefois une tapisserie vibrante de vie, était maintenant un endroit sombre et oppressant. Les rues étaient patrouillées par les gardes lourdement armés de Jafar, leurs visages dépourvus de compassion. Elle fut témoin de la pauvreté qui rongeait le peuple, de la peur qui scintillait dans leurs yeux, et des actes subtils de défi qui témoignaient de leur esprit endurant. Elle entendit les murmures désespérés concernant le prince perdu, le désir ardent d'un vrai roi, et le décret royal qui promettait une récompense pour son identification. Ces histoires, bien que troublantes, n'étaient pas sa principale préoccupation, son objectif restait de trouver les médicaments rares pour son village souffrant. Elle réussit à naviguer dans le labyrinthe bureaucratique du palais royal, sa réputation de guérisseuse habile la précédant, et obtint les précieux ingrédients des apothicaireries royales. Mais ses compétences d'observation aiguisée, affûtées par des années d'études des signes subtils de la maladie et de la santé, la conduisirent à remarquer quelque chose d'inhabituel. En consultant d'anciens textes sur les herbes rares, elle tomba sur une vieille tapisserie fanée représentant la famille royale. L'une des figures, un jeune prince, portait une tache de naissance distinctive, une tête de lion stylisée sur son épaule gauche. Plus tard, elle entendit une conversation chuchotée entre deux médecins royaux, discutant des caractéristiques physiques uniques du prince perdu, y compris la même tache de naissance. Un éclair de reconnaissance, froid et vif, la traversa.
La tache de naissance décrite dans le décret, celle qu'elle avait vue sur la tapisserie, était étonnamment similaire à celle de Kwasi. Elle commença à assembler les pièces, son intuition de guérisseuse travaillant à plein régime, reconstituant un puzzle qui pourrait changer le destin d'Azania et de l'homme qu'elle aimait. Le véritable but de son voyage, semblait-il, était bien plus grand qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le retour d'Imani à son village fut un tourbillon d'émotions contradictoires. Les médicaments rares, soigneusement emballés dans sa sacoche, étaient un triomphe, une promesse de guérison pour sa communauté souffrante. Mais son esprit était consumé par la découverte surprenante qu'elle avait faite à Mwezi. L'image de la tache de naissance en forme de tête de lion, les murmures étouffés des médecins royaux, le décret royal lui-même, tout indiquait une vérité indéniable, presque incroyable. Kwasi, son bien-aimé Kwasi, l'humble fermier qu'elle avait connu et aimé, était le prince perdu d'Azania. La révélation était à la fois exaltante et terrifiante. Elle signifiait l'espoir pour un royaume souffrant, mais aussi un changement monumental dans la vie qu'elle avait construite avec Kwasi, une vie de contentement tranquille qui semblait maintenant destinée à être bouleversée. À son retour, le village se réjouit. La mystérieuse maladie, qui avait fait tant de victimes, commença à régresser sous l'influence puissante des médicaments rares et des soins inlassables d'Imani. Les gémissements des malades furent remplacés par des soupirs de soulagement, et l'ambiance sombre se dissipa, remplacée par un optimisme prudent. Imani, bien qu'épuisée, retrouva une force nouvelle dans la gratitude de son peuple. Pourtant, même en guérissant les blessures physiques de sa communauté, son esprit était préoccupé par le secret monumental qu'elle portait, un secret qui pouvait soit sauver, soit détruire leur monde. Elle attendit le moment opportun, une soirée tranquille où les labeurs de la journée étaient terminés et le village dormait. Elle trouva Kwasi près de la rivière, contemplant les étoiles, sa silhouette un réconfort familier contre le vaste ciel nocturne. Son cœur battait avec un mélange d'appréhension et de conviction. Cette conversation allait tout changer. Elle s'assit à côté de lui, sa voix douce, mais ferme. « Kwasi, commença-t-elle, j'ai quelque chose de très important à te dire, quelque chose que j'ai appris à Mwezi. » Elle révéla ensuite ses soupçons, avec soin, méthodiquement, exposant les preuves qu'elle avait recueillies. Elle parla du décret royal, de la description de la tache de naissance, de la tapisserie dans les archives du palais. Puis, d'une main tremblante, elle tendit la main et écarta doucement le tissu de sa tunique, révélant la tête de lion stylisée sur son épaule. « Ceci, Kwasi, murmura-t-elle, est la marque de ton droit de naissance. » La réaction de Kwasi ne fut pas une reconnaissance ou une joie immédiate, mais de l'incrédulité, voire de la colère. Il recula, ramenant sa tunique sur la marque, son visage un masque de confusion et de ressentiment. « Imani, quelle folie est-ce là ? Je suis Kwasi, un fermier de ce village. Je n'ai connu que cette vie, cette terre, ces gens. L'idée d'être un prince, c'est absurde. Une cruelle plaisanterie. » Il avait toujours chéri sa vie simple, le labeur honnête, les liens authentiques. La pensée d'être projeté dans un monde de pouvoir et de politique, un monde qu'il ne connaissait que par les sombres récits de la tyrannie de Jafar, le remplissait d'effroi. Plus que cela, il craignait de perdre Imani, de perdre l'amour tranquille et profond qu'ils avaient construit. Il voyait la couronne non pas comme un symbole d'honneur, mais comme un lourd fardeau qui le séparerait de tout ce qui lui était cher. Imani, comprenant sa peur et sa confusion, ne le pressa pas. Au lieu de cela, elle utilisa sa sagesse et sa profonde compréhension du caractère de Kwasi pour le persuader doucement. Elle ne parla pas de pouvoir, mais de responsabilité. « Kwasi, dit-elle, sa voix remplie d'une force tranquille, ton destin n'est pas une question de pouvoir pour le pouvoir. Il s'agit de sauver notre peuple, ton peuple, de la tyrannie de Jafar. Il s'agit de restaurer la justice en Azania, de ramener la paix que tu as toujours chérie dans notre village. » Elle lui rappela son sens inné de la justice, sa compassion pour les vulnérables, son engagement inébranlable envers ce qui était juste. Ce ne sont pas les traits d'un simple fermier, Kwasi. Ce sont les qualités d'un vrai roi, un roi dont Azania a désespérément besoin. Elle lui demanda ensuite de parler du pendentif en bois, l'aigle en plein vol qu'il portait toujours. « Montre-moi le talisman que tu portes, Kwasi. » Il le sortit à contre-cœur de sous sa tunique. Imani le prit, ses doigts traçant la sculpture complexe. Elle l'avait déjà vu, mais maintenant,
avec sa nouvelle connaissance, elle l'examina avec un regard neuf. Son pouce effleura une minuscule couture, presque imperceptible, au dos du pendentif. D'une douce torsion, un compartiment caché s'ouvrit, révélant un parchemin miniature, finement plié. À l'intérieur, écrit dans une ancienne écriture royale, se trouvait un message de sa mère biologique, confirmant son identité, sa lignée, et une supplique pour qu'il revienne et réclame son trône le moment venu. C'était une preuve indéniable, une voix du passé tendant la main à son héritier perdu. Kwasi lut le parchemin, ses mains tremblantes. Les mots résonnèrent profondément dans son âme, éveillant des souvenirs dormants, des échos d'une vie qu'il avait oubliée. La tâche de naissance, l'héritage, les rêves de grand palais, tout se mit en place. La vérité, autrefois un fardeau terrifiant, s'installa maintenant sur lui avec un sentiment de profonde clarté. Il regarda Imani, ses yeux remplis d'un mélange d'admiration, de peur et d'une résolution naissante. Il comprenait maintenant. Son amour pour Imani, son sens inhérent du devoir envers son peuple, et la vérité indéniable de son héritage l'emportaient sur sa peur de l'inconnu. Il embrasserait son destin, non pas pour la gloire personnelle, mais pour sauver son royaume, pour ramener la justice en Azania. Il le ferait pour son peuple, et il le ferait pour Imani. Avec l'acceptation réticente mais résolue de Kwasi, le véritable travail commença. Imani, avec ses profondes connexions au sein du village, et Kwasi, avec son leadership naturel, recherchèrent discrètement les loyalistes de la véritable famille royale. Mama Uchenna, l'ancienne sage, se révéla inestimable, son réseau de contacts s'étendant bien au-delà de Kijiji. Ils trouvèrent d'anciens conseillers royaux, des gardes qui avaient secrètement aspiré au retour d'un souverain juste, et des figures influentes qui avaient souffert sous la tyrannie de Jafar. Ces loyalistes, leur espoir ravivé par le retour du vrai prince, jurèrent leur soutien indéfectible. Ensemble, ils formulèrent un plan pour reconquérir le trône, en mettant l'accent sur la stratégie, la diplomatie et le soutien écrasant du peuple, plutôt que sur la force brute. Le fermier tranquille, guidé par la sage guérisseuse, était prêt à devenir le roi qu'Azania attendait. Le plan pour reconquérir Azania fut méticuleusement élaboré, un équilibre délicat entre la stratégie, la diplomatie et le mécontentement grandissant d'une population poussée à bout. Kwasi, non plus seulement un fermier mais un prince embrassant son destin, et Imani, sa conseillère inébranlable et le cœur de leur mouvement, dirigèrent leur bande croissante de loyalistes. Ils comprenaient que la force brute seule ne mènerait qu'à davantage d'effusion de sang. Leur force résidait dans la vérité de la lignée de Kwasi et la volonté écrasante du peuple. Leur retour à la capitale, Mwezi, fut soigneusement orchestré. Ils n'entrèrent pas avec une armée conquérante, mais arrivèrent subtilement, répandant la nouvelle du retour du vrai prince par des canaux fiables. Les murmures, autrefois fragiles et craintifs, portaient désormais une nouvelle résonance, un espoir défiant qui s'enflamma comme une traînée de poudre à travers la ville. Le décret royal, autrefois un outil de manipulation de Jafar, servait maintenant d'allié involontaire, sa description de la tâche de naissance et de l'héritage confirmant l'identité de Kwasi à ceux qui avaient entendu les rumeurs. Kwasi, désormais confiant en son identité, choisit un jour de rassemblement public une célébration forcée de la prétendue bienveillance de Jafar pour faire sa déclaration publique. Alors que Jafar, resplendissant dans des atours volés, s'adressait à la foule fatiguée, une silhouette émergea des ombres du marché. C'était Kwasi, sa présence imposante, son regard inébranlable. Imani se tenait fièrement à ses côtés, sa présence sereine conférant une autorité morale indéniable au moment. La voix de Kwasi, bien que non tonitruante, portait une puissance tranquille qui coupa court au discours pompeux du régent. « Peuple d'Azania » déclara-t-il, sa voix résonnant des échos de ses ancêtres royaux. « Je suis Kwasi, fils du roi Téron, l'héritier légitime de ce trône. » Un souffle collectif parcourut la foule. Jafar, d'abord dédaigneux, le visage déformé par un rictus, réalisa rapidement la gravité de la situation. « Un imposteur !» rugit-il, sa voix empreinte de venin. « Saisissez-le !» Mais avant que ses gardes ne puissent bouger, Kwasi leva la main, révélant le pendentif en forme d'aigle sculpté, son bois ancien scintillant au soleil. Puis, d'un mouvement délibéré, il écarta sa tunique, révélant la tache de naissance en forme de tête de lion stylisée sur son épaule. La foule éclata. Beaucoup avaient entendu les légendes, vu le décret.
La preuve était indéniable. Imani, s'avançant, parla avec une autorité calme qui captiva la foule. Elle raconta l'histoire de Kwasi, son humble éducation, sa compassion innée et le voyage qui l'avait ramené à son peuple. Elle parla de la tyrannie de Jafar, de la souffrance du peuple et du vrai sens du leadership, non pas le pouvoir, mais le service. Ces mots résonnèrent profondément auprès des citoyens opprimés, ravivant leur colère longtemps réprimée et allumant un feu de rébellion. Inspiré par le courage de Kwasi et la sagesse d'Imani, le peuple d'Azania se souleva. Ce n'était pas une foule chaotique, mais une force unifiée, leur voix un rugissement tonitruant réclamant justice. Les gardes, dont beaucoup avaient eux-mêmes souffert sous le règne de Jafar, hésitèrent, puis faiblirent. Voyant la situation changer et témoignant de la légitimité indéniable de Kwasi, de nombreux soldats de Jafar l'abandonnèrent, jetant leurs armes et rejoignant les rangs croissants du peuple. Les gardes du palais, fidèles uniquement à leurs soldes, se retrouvèrent en infériorité numérique et dépassés. Kwasi, menant la charge non pas avec une épée mais avec le soutien inébranlable de son peuple, confronta Jafar dans la salle du trône. Le régent, dépouillé de son pouvoir et de ses gardes, était une figure pathétique, son arrogance remplacée par une peur désespérée. La confrontation fut rapide. Le règne de terreur de Jafar, bâti sur la peur et la tromperie, s'effondra sous le poids de la vérité et la volonté d'un peuple uni. Il fut renversé, sa tyrannie prit fin, et les chaînes de l'oppression furent enfin brisées. Le couronnement de Kwasi ne fut pas une affaire sombre, mais une joyeuse célébration de la libération. Les rues de Mwezi, autrefois silencieuses de peur, vibraient maintenant de musique, de danse et des cris jubilatoires d'un peuple renaissant. Il fut couronné roi d'Azania, s'engageant à régner avec justice, compassion et humilité, se souvenant toujours des leçons apprises de son humble éducation. Il jura de restaurer Azania à sa gloire d'antan, non par la conquête, mais par la paix et la prospérité pour tous. Fidèle à son cœur, et à l'amour qui l'avait guidé vers son destin, le roi Kwasi demanda à Imani d'être sa reine. Elle accepta, non seulement comme sa compagne, mais comme sa conseillère la plus fiable. Sa sagesse, sa profonde connexion avec le peuple et sa compréhension intuitive de leurs besoins se révélèrent inestimables pour son règne. Leur histoire d'amour, née dans la solitude tranquille d'un village reculé et forgée dans les feux de la Révolution, devint un symbole puissant du vrai leadership, un leadership prouvé non pas dans le pouvoir hérité, mais dans l'humilité, la compassion et le lien inébranlable entre un roi et sa reine, un lien qui servait le peuple avant tout. Sous le règne bienveillant du roi Kwasi et de la reine Imani, Azania refleurit, comme une fleur du désert après une pluie tant attendue. Les cicatrices de la tyrannie de Jafar commencèrent lentement à guérir, remplacées par la tapisserie vibrante d'un royaume renaissant. La justice, autrefois un lointain souvenir, fut méticuleusement restaurée. Kwasi, guidé par la boussole morale inébranlable d'Imani, démantela les systèmes fiscaux oppressifs, les remplaçant par des prélèvements équitables qui permirent au peuple de prospérer. Les cachots, autrefois remplis des cris des innocents, furent vidés, et ceux qui avaient été injustement emprisonnés furent libérés, leurs histoires servant de rappel brutal de l'obscurité dont ils étaient sortis. Imani, en tant que reine et conseillère principale, se révéla un atout inestimable pour le règne de Kwasi. Sa profonde compréhension du peuple, sa saisie intuitive de ses besoins et sa connexion profonde à la terre éclairèrent chaque décision. Elle établit des centres de guérison dans tout le royaume, veillant à ce que les remèdes traditionnels et les connaissances modernes travaillent main dans la main pour soigner les malades. Elle défendit l'éducation, ouvrant des écoles où les enfants de tous horizons pouvaient apprendre, favorisant une nouvelle génération de penseurs et d'innovateurs. Ensemble, Kwasi et Imani créèrent un gouvernement véritablement pour le peuple, par le peuple, un phare de paix et d'équité qui brillait de mille feux à travers l'Afrique de l'Est. Leur histoire d'amour, née dans la solitude tranquille d'un village reculé et forgée dans le creuset de la Révolution, devint une légende chérie. Elle fut célébrée non seulement comme le récit d'un prince perdu retrouvant son trône, mais comme un puissant témoignage de l'idée que le vrai leadership ne se trouve pas dans le pouvoir hérité ou les grands titres, mais dans l'humilité, la compassion et le lien inébranlable entre deux âmes dédiées au bien-être de leur peuple. Leur partenariat dans la gouvernance fut un modèle pour tous, démontrant que la force d'un roi était amplifiée par la sagesse de sa reine, et qu'ensemble, ils pouvaient accomplir bien plus que l'un ou l'autre seul. Kwasi, l'humble fermier devenu roi, n'oublia jamais ses racines. Il marchait souvent parmi son peuple,
écoutant ses préoccupations, partageant ses joies et offrant un coup de main. Il comprit que sa force venait de leur confiance et de leur amour. Imani, la guérisseuse du village devenue reine, continua de puiser sa sagesse dans la terre et ses esprits, veillant à ce que la prospérité d'Azania soit toujours équilibrée par le respect de la nature. Leur règne fut marqué par une profonde compréhension qu'un vrai leader sert son peuple avec un cœur compatissant, et que le bien-être du royaume était inextricablement lié au bien-être de chaque citoyen. Le royaume d'Azania prospéra, ses marchés de nouveau animés, ses champs produisant des récoltes abondantes et le rire de ses enfants résonnant dans les rues de Mouizy. Les conflits tribaux qui avaient autrefois déchiré le pays furent remplacés par un esprit d'unité et de coopération, favorisé par les politiques inclusives de Kwasi et Imani. Les leçons tirées des jours sombres de la tyrannie de Jafar ne furent jamais oubliées, servant de rappel constant de la fragilité de la paix et de l'importance de la vigilance. Et ainsi, le roi Kwasi et la reine Imani régnèrent pendant de longues et prospères années, leur amour étant une source continue de force et d'inspiration. Leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, grandirent dans un royaume où la justice était une évidence, la compassion était célébrée, et l'esprit d'Azania continuait de prospérer, guidé par l'héritage durable de leurs parents. Leur histoire devint plus qu'un simple conte, c'était une philosophie vivante, un témoignage du pouvoir transformateur de l'amour, de l'impact profond d'un leadership compatissant, et de la conviction inébranlable que même un héritier perdu, guidé par une sage guérisseuse, peut trouver sa juste place et conduire son peuple vers un avenir rempli d'espoir et de prospérité. L'esprit d'Azania, autrefois obscurci, brillait maintenant plus fort que jamais, un témoignage du roi et de la reine qui avait montré que la vraie royauté ne réside pas dans le sang, mais dans le cœur. Et ainsi, le roi Kwasi et la reine Imani régnèrent sur Azania avec sagesse et compassion, leur histoire d'amour une légende intemporelle. Cela nous rappelle que le vrai leadership ne se trouve pas dans le pouvoir hérité, mais dans l'humilité, la justice et le lien inébranlable entre un roi, une reine et leur peuple. L'héritier perdu avait retrouvé le chemin de sa maison, guidé par l'amour, et a ramené tout un royaume avec lui. Nous espérons que vous avez été inspirés par ce conte de destin, de courage et du pouvoir transformateur de l'amour. Quelles qualités, selon vous, font un véritable leader ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo, la partager avec ceux qui apprécient les contes de royauté et de rédemption, et vous abonner à notre chaîne pour plus de contes populaires africains enchanteurs. Jusqu'à la prochaine fois, que votre propre chemin soit guidé par la sagesse et la compassion.